Bonjour et bienvenue ici au collège Louise Michel à Alençon pour ce plateau TV installé ici au cœur du collège dans le cadre des Cordées de la Réussite. Ravi de vous accueillir. Bonjour aux gens qui nous regardent en direct sur Facebook. Vous précisez dès maintenant que vous pouvez poser vos questions, mettre vos commentaires dès maintenant. On essaiera de prendre les questions au fur et à mesure. Saluer les invités de ce premier plateau télé. Alors, je vais commencer par les plus éloignés et les étudiants de l'IUT Grand Ouest Normandie. Mathias, bonjour. Et Léane également. Peut-être nous expliquer un petit peu. Je crois que ça marche pas. Si, c'est bon. Non? Ah si. Normalement, c'est tout bon. Nous expliquer un petit peu l'IUT Grand Ouest Normandie, pourquoi vous êtes là aujourd'hui avec nous. Oui. Eh bien, donc, on est en BUT carrière sociale avec comme parcours ville et territoire durable. Et cette année, on a en fait une étude de terrain à réaliser sur tout le long de l'année. Et l'objectif, c'est de participer, d'encadrer un débat qui a été lancé cette année, qui est sur le littoral. Et donc, en fait, nous, notre but, c'est de récolter les avis de la population, justement, pour ce débat. Et on veut aussi faire participer en fait, les collégiens. Et de ce fait, il y a un programme qui s'appelle Cordées de la Réussite. Et donc, on participe justement pour accompagner les collégiens justement à donner leur avis dans ce débat. Et donc, ça me fait une transition toute trouvée vers Islam et Shaina. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes éco-délégué au collège Louise Michel. Oui. Il y en a un de vous deux qui peut me dire un petit peu ce que c'est qu'un éco-délégué au collège. C'est la question piège à froid comme ça. Éco-délégué, c'est pour ramasser les déchets et tout, là. C'est ramasser les déchets, sensibiliser à l'écologie les autres élèves du collège. Je crois que vous avez fait un sondage, mais on va y revenir tout à l'heure sur ce sondage aussi, les éco-délégués. Et puis, c'est tout le principe des Cordées de la Réussite, de rassembler à la fois les collégiens et des élèves en études supérieures. Ils étaient sympas, vos encadrants de l'IUT? Oui, ils étaient sympas. Ouais, ça s'est bien passé. Et puis, comme tous les ans, pour ceux qui nous retrouvent, peut-être d'année en année, on a des invités sur les différents plateaux. Et j'accueille deux invités sur ma droite. Donc, Sylvie Lecaluez et Dominique Pacori. Et donc, vous venez de la Commission nationale du débat public, dont vous, Dominique, vous êtes le délégué régional, si je ne me trompe pas. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, on est très heureux d'être ici d'abord présent à Louise Michel, avec les étudiants également de l'IUT. Donc oui, nous représentons la Commission nationale du débat public, commission nationale qui a été saisie par le gouvernement il y a quelque temps pour organiser un débat public sur la mer. Et donc nous représentons la commission particulière qui organise ce débat sur la façade entre Granville et Dunkerque. Voilà. Et je suis accompagné donc de Sylvie, qui est membre de cette commission. Bonjour Sylvie. Bonjour, je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais alors, bonjour à toutes et tous. Peut-être pour les gens qui ne sont pas venus à Ouistreham, parce que je sais que les étudiants et les collégiens sont venus lors d'un débat public à Ouistreham, peut-être pour les plus néophytes et ceux qui ne connaîtraient pas aujourd'hui la CNDP, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne ? Alors oui, la CNDP est une autorité administrative indépendante. C'est un mot barbare pour dire que nous sommes indépendants du pouvoir politique et nous sommes en charge d'organiser tout ce qui est concertation ou débat sur les plans et programmes qui touchent à l'environnement. Donc c'est pour ça qu'entre autres, l'année dernière, on avait organisé un débat sur le futur nucléaire. Entre autres, l'IUT d'Alençon avait participé avec brio à ce débat et les étudiants qui étaient présents. Et cette année, on a renouvelé avec ce débat sur la mer. Et donc, particularité de ce débat, c'est que nous avons beaucoup d'étudiants sur ce débat et beaucoup de jeunes. Et donc, nous sommes très ravis que l'IUT nous ait fourni l'occasion de rencontrer les collégiens de Louise Michel. Et donc, nous avons plusieurs thématiques à débattre, à la fois sur la biodiversité. Donc, qu'est-ce que la biodiversité? Comment défendre la biodiversité sur le littoral? Et également l'arrivée des futurs parcs éoliens en mer
pour décarboner notre énergie et passer de l'énergie fossile à l'énergie électrique. Alors qu'on comprenne bien, ce débat public, il est ouvert à tous. Étudiants, pas étudiants, collégiens, tout citoyen, ça se passe Effectivement, alors dans le cadre de ce débat qui a commencé pour nous le 26 novembre et qui va se finir le 26 avril, on a rencontré environ 5000 personnes sur toute la façade. Alors en direct avec le public ou dans des réunions particulières ou lors des ateliers. On avait des ateliers photomontage, des ateliers cartographiques, on avait des tables rondes. On a eu des réunions publiques classiques, des débats mobiles sur le terrain. Et à cette occasion, on peut saluer les étudiants qui ont participé sur ce littoral. Ils sont venus avec nous renforcer. Ils ont rencontré le public comme nous on le fait et ils ont pu récupérer les arguments de celui-ci. Et quand on dit tout public, c'est effectivement tout public. Ça va des acteurs, ça va des politiques, ça va des élus, mais c'est aussi le grand public. Voilà, c'est ce qui nous intéresse, de récupérer les arguments que les uns ou les autres ont à nous donner. Alors Léane, Mathias, concrètement, c'est passé comment le débat? Et puis Islam, Shaina, n'hésitez pas non plus. C'est passé comment? Vous êtes venu dans une salle, on vous a posé des questions et Alors, les répondre. on a participé à plusieurs débats tout au long de l'étude parce que de notre côté, comme on a été chargé par la CNDP de travailler sur le sujet, on a nous-mêmes organisé des mini-débats et rencontres avec le public. Bon, on n'a pas forcément eu beaucoup de public, mais on a été pendant une semaine sur tout le territoire normand, donc ça allait du Mont-Saint-Michel jusqu'au Havre. Sur la côte, on était séparés en 3 groupes. Donc pendant cette semaine-là, on a pu organiser plusieurs animations, que ça soit dans des lycées, collèges, des MJC. On a fait du tractage aussi avec des flyers sur lesquels il y avait un QR code qui nous renvoyait à un questionnaire qu'on avait créé. Donc on a fait pas mal de choses. Et puis après, oui, on a participé à des événements avec la CNDP. Le plus récent, c'était à Rouen, le 6 mars, il me semble, où on était 6 étudiants, je crois, à y aller, 6 ou 7. Donc là, c'était vraiment plutôt en tant que citoyen, mais on a pu discuter avec plein d'acteurs différents. Et pour nous, c'était intéressant parce qu'on a pu apporter encore plus de connaissances à notre étude qu'on va restituer prochainement à la CNDP. Et donc, quand on parle de débat citoyen que vous avez organisé à Alençon, peut-être aussi, c'était peut-être ça la difficulté. Est-ce que vous en avez fait à Alençon ou pas? Parce que vous êtes étudiant à Damigny, en périphérie d'Alençon, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est le site universitaire d'Alençon. Est-ce que parler de la mer quand on est à Alençon, forcément, c'est peut-être plus difficile de convaincre les gens que quand on est à Ouistreham, finalement? Sûrement, je pense. C'est ce qu'on a vu, par exemple, avec les collégiens. On en parlera après, mais plus on s'éloigne de la mer, plus les gens se sentent peut-être moins concernés. Donc c'était même pour nous, on ne vient pas tous forcément de la Normandie dans notre promotion. Oui, la distance fait que c'est différent, c'est une approche différente. Nous, nos résultats montrent surtout des réponses des gens sur les côtes, ou en tout cas proches des côtes. Donc non, sur Alençon, on a proposé le questionnaire aux gens de l'IUT, aux étudiants. Mais je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Mathias. Mais... Enfin, c'est ça, oui, non, on n'a pas eu énormément de réponses, en tout cas à Alençon. Oui, ça paraît peut-être plus loin. Justement, ça pose cette question de la distance. Quand on parle de littoral, qu'est-ce que ça intègre en fait, le littoral? Est-ce que c'est 10 km dans les terres? Est-ce que c'est juste la plage et la mer? C'est quoi quand on entend parler de littoral? Bien sûr, du coup, on va parler de la plage, c'est évident. Après, oui, voilà, en fait, il y a toutes les activités qui vont être reliées, en fait, tous les liens qui vont se créer avec justement les pêcheurs qui vont ensuite, par exemple, pouvoir vendre leurs produits, par exemple dans les restaurants. Et donc, on ne pourrait pas les considérer directement faisant partie du littoral, mais ils y sont, par exemple, justement, les restaurateurs, ils sont fortement rattachés. Donc, il y a la partie très proche de la mer, mais il y a aussi les terres assez proches. Tout ce qui va être développement local, finalement, qui est lié à la mer. Shaina, Islam, vous étiez du voyage à Ouistreham. Oui. C'était votre première fois à Ouistreham? Non. Non, vous étiez déjà allé avant. C'était votre premier débat public, par contre? Oui. Et ça, vous en avez pensé quoi? C'était bien.
C'était bien. Voilà, je pourrais rajouter, ils ont participé à ce qu'on appelle la fresque de la mer. D'accord. Il y a une activité qui est assez novatrice, puisque c'est de la chaire de Nantes, et c'est fait pour découvrir les arguments, alors découvrir à la fois le sujet et amener des arguments. Et je me rappelle qu'ils ont été quand même très assidus lors de l'exercice, alors qu'il y avait beaucoup de monde dans la salle. Et oui, c'était très intéressant le retour qu'on a eu sur ce sujet. Super. Et en amont de ça, ou avant ou après, vous avez diffusé un petit sondage aussi auprès des collégiens de Louise Michel. C'était une petite 150aine et je crois que en coulisses, si tout fonctionne bien, on a une petite vidéo qui va nous donner quelques axes de résultats de ce sondage autour du littoral. Bilan du questionnaire adressé à 150 élèves du collège Louise Michel sur l'aménagement du littoral. Oui! Non! Je sais pas. Une fois par an. Une fois par mois. Plusieurs fois par mois. Jamais. Baignade. Promenade. Jeu de plage. Sport. Oui. Non! Je sais pas. Oui. Non! Je sais pas. Oui. Non. Je sais pas. Oui. Non. Je sais pas. Après les eaux. Inondation. Érosion des côtes. Tempête. Glissement de terrain. Bon débat. Eh bien, merci à Léon qui nous fait un bon débat et qu'on retrouvera sur la deuxième table ronde tout à l'heure. Alors, j'ai une précision quand même qui me semble importante dans le cadre des questions que je vais avoir par rapport aux membres du Conseil national du débat public. Préciser que vous serez porte-parole en quelque sorte de la parole que vous avez pu récolter des différents citoyens et des 5000 Normands que vous avez pu rencontrer. Et donc, vous nous apporterez ces éclairages, alors parfois qui pourront peut-être sembler contradictoires, parce que quand on parlera d'éoliennes, vous avez sûrement eu des arguments en faveur et en défaveur de l'installation d'éoliennes en mer. Mais voilà, ça me paraissait important d'apporter cette petite précision. Je me tourne vers Islam et Shaina. A priori, on l'a vu dans le sondage, les gens aiment bien aller à la mer. Oui. Est-ce que vous faites partie de ce pourcentage très élevé de personnes qui aiment aller à la mer? Non. Non. Ah, on a trouvé les minorités. Alors, Islam, pourquoi toi, ça te plaît d'aller à la mer? Bah, se baigner, C'est pour aller se baigner, et faire essentiellement? des activités. Ouais. Moi, j'aime pas, moi. T'aimes pas aller à la mer? Non. C'est vrai? Putain, Et donc, je crois que tu avais des questions, toi, à nous poser, justement, aussi, Shaina. Oui. Quel genre d'activité faites-vous quand vous allez à la mer? Alors, tu poses la question à moi, à nos invités? Ah oui, vous. À nos invités. Et vous, qui travaillez pour la mer, finalement, quelles sont vos activités, votre rapport à la mer et au littoral? Alors, moi, j'habite près du littoral à titre personnel parce que je suis à Ouistreham, donc vraiment à 2 pas, sans décrire forcément toutes les activités personnelles qu'on peut faire, mais c'est vrai qu'il y a un panel d'activités. On parlait sportives, mais bien sûr d'activités touristiques et aussi d'activités, c'est un peu aussi l'objet de ce débat, d'activités en mer qu'on ne soupçonne pas ou qu'on connaît moins. On pense il y a bien sûr de la plaisance, par exemple, qui peut rentrer dans le tourisme, mais il y a la pêche, il y a l'extraction des granulats pour des routes ou autres, ou des constructions. Il y a bien sûr maintenant l'énergie avec la construction d'éoliennes en mer, et Ouistreham n'est pas très loin de Courseulles, donc on les a pas très loin. Donc il y a des activités à la fois de loisirs ou de plaisir, on pourrait les qualifier comme ça, ou un peu pour rêver aussi, juste contempler. Et puis il y a des activités économiques importantes dont on a beaucoup parlé pendant ce débat. Et sur lesquels on va revenir, parce que nous, forcément, quand on parle d'espace de vie, quand on est à Alençon et qu'on parle de Ouistreham, c'est plus un espace de vacances. Et pour vous, c'est votre quotidien, donc avec un poids économique qui est important. Mathias, Léane, vous faites quoi, vous, à la mer, en dehors d'aller
Moi, je fais Travailler. beaucoup de balades à la mer. Mes parents m'y emmènent depuis que je suis petite, donc ouais, beaucoup de balades. Château de sable de temps en temps, ça peut être sympa. Oui, c'est surtout ça. Une gaufre ou une glace de temps en temps. Moi également, j'y vais régulièrement. J'habite aussi très près, environ 15 minutes. Et depuis 2 ans à peu près, je travaille aussi justement sur la plage. Et en tant que j'ai agent d'entretien de ramassage de déchets et également plagiste, qui est la vente de parasols et de transats sur la plage. Oui, parce que l'islam, il ne l'a pas dit, mais en préparant, il nous a dit qu'il aimait bien manger à la plage. C'est chouette, tout le monde aime bien pique-niquer à la plage, mais finalement, cet espace de vie, des fois, on n'a pas des conduites très citoyennes à la plage qui font qu'on a des emballages qui restent à traîner ou pas. Voilà. Du coup, Mathias, toi, tu peux témoigner de ton expérience. C'est quoi? On a beaucoup de déchets finalement, parce que si on demande aux gens, tout le monde ramasse tout et tout le monde trie et met dans des poubelles. Alors, Yuri, tu as la réalité de terrain de par ton expérience. tout à fait. Évidemment, oui, on se rend compte que, oui, c'est ça, il y a beaucoup de déchets. Les gens font pas attention, ou des fois, évidemment, par exemple, il peut y avoir du vent, et donc les déchets s'envolent et les gens vont pas courir, entre guillemets, après pour les récupérer. Et donc, c'est ça, à la fin en fait, de la journée, on se rend compte qu'il y a énormément de déchets sur la plage. Et ça pose question. Et donc, voilà, faut trouver des gens pour justement essayer de réduire ça, quoi. Je me tourne vers vous deux. Au niveau du CNDP, les jeunes, parce que les éclairages apportés par les jeunes, les réflexions apportées par les jeunes autour du littoral, la manière dont ils vivent le littoral étaient différentes de personnes, on va dire, plus mûres, plus âgées. Est-ce que vous sentiez des différences ou est-ce que les préoccupations étaient les mêmes? C'est dur parce qu'on n'a pas d'objectif de quantifier d'un pourcentage de jeunes qui seraient là ou pas. Mais pour rebondir quand même sur l'aspect déchets, et c'est marrant parce qu'on parle des déchets qui sont jetés et qui sont mis depuis la terre, mais nous est aussi beaucoup remonté les filets de pêche, les conditionnements pour les moules, pour les huîtres, etc., plastiques, et qui sont aussi, alors je ne sais pas si c'est le cas du jeune qui est ici présent, mais qui sont aussi parfois retrouvés et ramassés parmi les déchets. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Oui, forcément, il y a des différences, mais ce qui était intéressant, c'est que chez des jeunes, ils ont mis beaucoup de temps. Enfin, quand on dit qu'on les a associés, c'est comme les jeunes de l'IUT ou ceux du collège où on est aujourd'hui. Ils ne sont pas juste venus assister à un débat, ils ont travaillé longtemps pour aller eux-mêmes rencontrer du public. Et donc, ils ont écouté aussi, comme nous, l'opinion d'autres professionnels qui a pu aussi faire évoluer leur vision. C'est-à-dire que je pense qu'au début, quand ils pourraient en témoigner, quand on travaille sur les éoliennes en mer, qu'on est jeune, qu'on n'a pas trop, connaît pas trop, qu'on travaille sur la biodiversité marine. Alors, quand on est à Alençon, c'est peut-être encore pire, mais même à Caen, même à l'université. Et c'est par ce travail au long cours qu'ils se sont forgés leur propre idée, qui peut être différente de celle des anciens, notamment en matière d'énergie, par exemple. Mais c'est surtout aussi parce qu'il y a eu un travail long fait pendant ce débat. Je ne sais pas si Dominique veut rajouter des choses. Non, je confirme ce que tu dis. On a fait par exemple des exercices avec des jeunes du lycée de Péronne dans la Somme et dans les Hauts-de-France. On a tamisé du sable et on était tous surpris. Alors, et à la fois les étudiants et les lycéens qui nous accompagnaient également, tous surpris d'avoir la quantité de plastique qu'on pouvait récupérer. Et donc c'est incroyable. Mais ça ne vient pas non plus que du comportement des gens. Ça vient aussi, la pollution vient aussi de la terre. 80% de la pollution en mer vient de la terre, vient des bassins versants, vient de ce qu'on rejette dans les rivières, vient de ce qu'on rejette dans nos égouts et dans nos eaux usées. Donc il faut faire aussi attention à ça. Et donc ça, c'est important. Et c'est le message aussi qui est un des messages du débat. Ce qu'il y a comme déchets dans la mer, ce qu'on retrouve comme déchets dans la mer, vient aussi de nos comportements à terre. Et donc il faut y faire aussi très attention. Je crois que justement, sur la question des déchets, Islam, toi, tu avais une question. Si Shaina peut peut-être plus pour Mathias et Léane, c'est eux les spécialistes des villes et des territoires durables. Alors,
Comment gérez-vous les déchets sur le littoral? Comment on fait? Comment on essaie de faire? Qu'est-ce qu'on invente pour... Par lier à ça exemple, de plus en plus, on trouve des bacs à marée à l'entrée des plages, donc pour inciter les gens, quand ils trouvent des déchets sur la plage, à les ramasser et à les ramener dans ces bacs. Bon, après, ça, du coup, on compte sur les gens et à leur conscience de se dire qu'il faut ramasser les déchets. Après, il y a, comme tu as pu le faire, donc tu t'en parleras sûrement mieux que moi, des sessions de ramassage de déchets, plage propre. Enfin, je sais pas si tu peux... Alors, j'ai pas tout à fait participé à ça. Moi, j'étais plus payé en tant qu'agent d'entretien, mais c'est vrai qu'il existait aussi des collectes, des collectes de déchets, sur la plage organisées par des personnes vols, comme des ça, donc qui voulaient justement plus nettoyer leur plage, quoi. Et donc, voilà. Et après, sinon, voilà, il y a les agents d'entretien qui vont nettoyer la plage, mais également aussi tous les matins, en fait, en tout cas, sur la plage de Trouville, c'était le cas. Il va y avoir un camion qui va retourner le sable et qui va, du coup, pouvoir creuser et récupérer vraiment les déchets qui se sont enfouis dans le sable. Après, du coup, pour vraiment répondre à la question, comment les gérer, je pense que la première chose à faire, c'est sensibiliser les gens. C'est leur dire déjà de ne pas laisser leurs déchets sur la plage pour tout ce qui est emballage de pique-nique ou des choses comme ça. Et après, pour tout ce qui est déchets qui est ramené par la mer ou qui s'envole avec le vent et qui vient des terres, etc., là, on peut rien faire d'autre à part les ramasser ou en tout cas essayer de diminuer les déchets qui sont rejetés dans la nature. Je crois que Dominique a pris le micro, il voulait peut-être ajouter Non, quelque chose. je voulais juste rajouter qu'il ne faut pas non plus culpabiliser trop le grand public. Il y a aussi les entreprises qui occasionnent beaucoup de déchets. Celles-ci sont en train quand même de se corriger. On a rencontré des transporteurs, par exemple des ferries, qui sont en train d'adapter leurs pratiques pour pouvoir améliorer justement la pollution qu'ils peuvent générer. On a rencontré des ports qui sont en train de se décarboner. On a rencontré des pêcheurs qui sont en train d'adapter leurs pratiques à la pêche durable. Donc je pense que c'est un travail de tous et de toutes, et qu'il faut continuer, il faut persévérer. Justement, vous faites une transition toute trouvée, et Sylvie en parlait tout à l'heure. Il y a le poids touristique forcément sur le littoral, mais quand on parle d'espace de vie, le tourisme n'est pas la seule activité économique notamment. Quelles sont les autres activités au niveau du littoral? On a parlé des ferries, du transport maritime. C'est vrai que j'en ai aussi listé quelques-unes tout à l'heure et qu'on ne soupçonne pas. Mais en fait, entre les pêcheurs et quel type de pêche, il y a les pêcheurs artisanaux, la petite pêche côtière, il y a la pêche industrielle, mais il y a effectivement les transports de ferry, il y a l'extraction des granulats qu'on connaît moins, dont on peut parler. Effectivement, il y a des activités liées à l'énergie, mais en fait, et puis ce que je disais aussi, il y a des sports nautiques qui sont en multiplication et toutes ces activités, on a l'impression que la mer, c'est un grand espace vide, en fait. Et c'est ça qu'on aime. On va à la mer, on dit, ouais, c'est super, c'est vide. En fait, c'est pas vide du tout, quoi. C'est plein d'activités qui sont en plus souvent contradictoires les unes avec les autres. Il y a des conflits d'usage qu'on voit bien apparaître aussi dans ce débat. Et c'est pour ça que ce débat est intéressant. C'est qu'il y a des visions très différentes selon d'où on se place. Et c'est ça que nous, on doit faire remonter. C'est qu'effectivement, entre des objectifs de produire de l'énergie et puis de protéger de la biodiversité et d'être chercheur, malgré tout, par exemple, en biodiversité, ou de pêcher, ou de faire de la conchyliculture dans des eaux qui parfois peuvent être plus ou moins contaminées. Ça fait partie de leur point de vue, et on l'a vu dans l'actualité cet hiver. C'est tout ça qu'on doit nous prendre en compte et rapporter avec des intérêts divergents. C'est la cohabitation en fait qui est peut-être difficile. Il y avait un autre aspect qu'on abordait aussi, c'est on a besoin d'accueillir des touristes, mais on a aussi un poids économique avec des gens qu'il faut loger sur place en fait. On sait que le littoral, par définition, il n'est pas extensible, donc forcément, comment ça s'organise? Je vais te redonner la parole après. Oui, effectivement, on a tout ce poids qui est économique, tout ce poids démographique qui se déplace. On a également, c'est vrai, des zones très conflictuelles. Alors, je pourrais juste parler de l'arrivée de l'éolien. C'est un élément qui arrive
sur nos plages. Donc forcément, il faut laisser de la place peut-être à l'éolien. Jusqu'à quel moment, jusqu'à quel niveau. Et donc ça complique la vie des autres acteurs. Pour rentrer dans un port, il faut changer les usages. Pour les pêcheurs, on va peut-être leur enlever des zones. Pour les aires marines protégées, qu'on a parlé tout à l'heure, au niveau de la biodiversité, comment le mieux les protéger. Et c'est vrai que la densification, par exemple, pour parler que de ça, de la population sur la zone côtière, vient un peu en contradiction avec, ou du moins en conflit, ou c'est une des conséquences de comment améliorer vis-à-vis de la remontée des eaux. Le changement climatique va nous amener à la remontée des eaux, le changement du trait de côte. Le trait de côte va venir un peu mordre sur le littoral qu'on est un peu habitué. Comment adapter les populations, comment déplacer les populations, comment déplacer les entreprises, alors que justement la démographie fait que beaucoup de gens, beaucoup de touristes vont arriver sur nos côtes. C'est peut-être ça que tu voulais dire, hein. Je t'ai coupé un peu la parole peut-être. Non, mais je suis ravie que nous partagions le même point de vue sur ces enjeux. Mais c'est vrai qu'on a fait, par exemple, ils ont travaillé des étudiants de sociologie de l'Université de Caen, puisque là, on parle des jeunes et qu'on est avec des jeunes, mais est-ce qu'on serait prêt? Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un tsunami? C'était un exercice, une sorte de jeu de rôle, hein. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un tsunami sur l'Angleterre et les côtes normandes? Est-ce qu'on est prêt? Comment s'organiserait à court terme, à moyen terme, la vie, les territoires, comme on fait? C'était pour imaginer qu'on n'est pas tout à fait prêt. On parle de recul du trait de côte, mais pour l'instant, on le voit bien sur le terrain, c'est pas prêt. Alors, ces questions ont été un peu abordées, notamment dans la rencontre de Ouistreham, où étaient les étudiants, hein, avec un représentant du GIEC normand, mais c'est vrai que ce sont des enjeux qui remontent au fil du débat. Ça, on y reviendra aussi sur la deuxième table ronde, sur la notion aussi d'espace naturel et la nature qui reprendra peut-être un petit peu ses droits. Juste pour compléter, moi j'avais fait quelques recherches et ça m'avait étonné. La densité de population sur le littoral français est beaucoup plus importante que la moyenne nationale, puisqu'on doit être à 273 habitants par kilomètre carré, ce qui est dense, et ça fait du monde à loger. Et quand on imagine l'été, les nombreux touristes qui affluent en plus, voilà. Peut-être me tourner aussi, comment on fait pour vivre et comment on adapte les villes demain pour vivre mieux au bord de la mer? C'est une bonne question. Déjà, d'un point de vue artificialisation des sols, on va plutôt être en construction en hauteur, donc pour stocker les gens, entre guillemets. Mettre à l'abri de l'eau. Oui, et puis comme on disait, le territoire il n'est pas extensible, donc il est déjà très construit. Il y a de moins en moins d'endroits qui sont encore constructibles, donc forcément, au bout d'un moment, les gens ne pourront plus venir, ou en tout cas ne pas être logés sur l'endroit où ils sont. Après, j'ai pas de solution. Pas de solution. Et en plus, vous avez des zones où les élus, la population, par exemple, je pense au parc naturel marin, où ils sont un espace assez protégé dans les Hauts-de-France, où ils sont très résistants à l'arrivée de nouveaux publics, hein. Les voir pour la journée, oui. Les voir s'installer peut-être dans long terme, peut-être pas. Et c'est peut-être ça la solution. Est-ce qu'il est utile d'aller habiter à 100 mètres de la plage? Est-ce qu'on ne peut pas habiter à 5, 10, 20 km, avoir des transports en commun qui puissent nous amener, aller déjeuner à la plage, aller en profiter un peu du bord de mer, aller s'amuser, prendre un bain et repartir chez soi un peu plus loin. Donc c'est peut-être aussi tout ça. Et pour conclure avec ce, nous, la mission qui nous a été demandée, c'était la modification, la mise à jour du document stratégique de façade, qui était un document de planification. Et dans celui-ci, on parle aussi beaucoup de rapport terre-mer, et donc d'améliorer les plans à terre pour pouvoir justement ne pas trop impacter la mer. Voilà. Je rejoins l'idée qu'il n'y a pas besoin d'être au bord de la mer, surtout qu'aujourd'hui, on a les enjeux de recul du trait de côte. Donc, dans 100 ans, on sera peut-être plus là, mais sûrement. Mais thématiquement, pour certains d'entre nous, vraisemblablement, ça va être... Est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui de continuer à vouloir habiter au bord de la mer, parce que les maisons, on en voit déjà là en Normandie, qui sont au bord de falaises, qui s'écroulent, les gens sont obligés d'être évacués. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on arrête de vouloir être au plus près? Il existe des moyens de transport faciles aujourd'hui, donc c'est un des enjeux, c'est faire comprendre aussi qu'il n'y a pas besoin d'être au bord de la mer pour être à la mer. Est-ce que ça vous avait été peut-être rapporté? Est-ce que ces images qu'on a tous en tête de premiers bâtiments qui sont démolis en bord de façade, de falaises, notamment sur les côtes en Seine-Maritime, qui s'effritent peu à peu,
Est-ce que les gens évoquent pas un espèce de retour en arrière vous l'avez peut-être senti au niveau du public, vous, se dire être ma vue sur la mer, finalement, c'est un calcul à très très court terme et je vais pas en. Donc est-ce que les gens se. Quand on a rencontré avec des étudiants d'ailleurs, des élus locaux du territoire, ils disent on n'a jamais autant vendu de maisons en front de mer et on prévient que c'est en zone à risque et les personnes qui achètent et qui ont les moyens d'acheter comme ça juste en front de mer parce que les prix sont très élevés, ça leur est égal en fait, même si c'est pour 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Et lors d'un rendez-vous pendant ces escales avec le maire de Ouistreham, il disait avant on vendait une maison qui avait vue sur la mer à 1 million d'euros par an et maintenant on est à 6 par an et on a beau aller les voir pour les prévenir que la maison n'allait pas durer très longtemps, ça ne changeait rien. Donc je voudrais partager votre optimisme, mais aujourd'hui, de ce qu'on observe et de ce qu'on entend, ça ne semble pas être le cas. Donc il ne faudra pas compter sur l'humain pour s'adapter, mais il faudra peut-être, on y reviendra peut-être sur la deuxième table ronde, mais légiférer pour prévenir plutôt que de compter sur l'humain finalement. Après, il y a des solutions. Hein. On peut accepter que la mer prenne un peu sur la terre, la laisser rentrer de nouveau sur des anciens polders, hein, sur ce qui était des polders, accepter qu'elle vienne par exemple sur l'Orne, hein, sur la rivière, c'est déjà le cas. Sur une partie de Ouistreham, on l'a vu sur Courseulles aussi. Et puis il y a d'autres parties, on peut dire bon, on va essayer de la bloquer un petit peu, mais on la bloquera jamais définitivement. Donc oui, il faudrait opérer certainement un recul alors c'est peut-être dans les 50 ou 100 années à venir, et donc c'est peut-être là un peu l'échelle où il faut s'adapter. C'est peut-être plutôt un défi pour les jeunes plutôt qu'un défi pour les personnes qui ont plus de 50 ans, quoi. Et même si on voit aujourd'hui que même dans les terres, on a ces problématiques de toute façon de montée des eaux dans certaines zones où on n'aurait pas imaginé forcément des inondations. Le temps passe très vite. Donc je pense qu'on a abordé pas mal de petites choses. Le temps étant contraint, on ne peut pas tout aborder sur le poids économique, mais le poids économique, on va l'aborder notamment sur la question de l'aménagement et comment on respecte cet espace naturel finalement qu'est le littoral. Dans la deuxième table ronde, il va me rester à vous remercier, vous donner rendez-vous à 14h45 pour cette deuxième table ronde qui s'appellera le littoral espace naturel. Merci à Léane, Mathias, Islem, Shaina qui vont nous quitter mais qui seront remplacés pour la deuxième table ronde. Et puis on vous retrouve dès 14h45 tous les deux pour poursuivre les échanges. Merci. Merci. Merci.